Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour Madame la Ministre. Vraiment, d'abord, un énorme merci aux organisateurs pour cette assemblée, pour cette réunion, pour cette journée entière consacrée à l'inclusion et aux outils numériques. Donc, UNIA est vraiment ravie d'être là aujourd'hui pour être présent en tant que soutien, évidemment, par rapport à vos initiatives qu'on salue évidemment grandement. Pour partager notre travail. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je mets mon GSM, c'est pour regarder l'heure, parce que j'aime tellement le partager que parfois je parle trop longtemps, donc je dois faire attention. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si je parle trop longuement. Et aussi pour entendre, voilà, c'est toujours un plaisir évidemment d'échanger, d'entendre, voilà, de pouvoir entendre Madame la Ministre par rapport à cette question-là, d'entendre le délégué général aux droits de l'enfant, d'entendre les témoignages, ça c'est vraiment important, on l'a souligné, hein, des enfants directement, et puis des personnes qui travaillent quotidiennement avec ces enfants pour les accompagner. Donc voilà, c'est vraiment un énorme plaisir d'être là avec vous. Et donc quelques mots sur ce que je vais tenter de vous présenter brièvement. Je vais vous expliquer en quelques mots qui est UNIA et à quoi on sert, et je ne serai pas longue non plus pour le même objectif que l'a souligné Souleymane. Et puis je reviendrai sur le cadre juridique. Alors là, je serai un petit peu plus longue, je suis désolée, j'essaierai que ce soit quand même, bien sûr, assez dynamique. Et si je suis plus longue là-dessus, si j'insiste là-dessus, c'est pour rappeler que si on est là aujourd'hui, c'est pour parler des outils numériques pour les enfants qui en ont besoin, pour ces enfants qui ont des troubles de l'apprentissage, et que si on en parle aujourd'hui, c'est parce que c'est un droit fondamental. Et donc je reviendrai sur cette question de droit et de droit humain pour ces enfants, avant de revoir les concepts dont on parlera et vous présenter brièvement quelques outils. Mais je suppose que ma présentation sera partagée aux participants, et donc là je serai plus brève, mais comme ça pourra éventuellement vous aider pour la suite. Alors, première chose, peut-être que vous nous connaissez, peut-être pas encore, en tout cas, voilà, brièvement, UNIA, on est une institution publique qui a pour mission notamment de veiller au respect de la législation antidiscrimination. Si vous pensez être discriminé, eh bien vous pouvez venir chez nous et on est là pour vous aider, que vous soyez parent, que vous soyez enseignant, que vous soyez un enfant. On est là évidemment pour vous aider en cas de discrimination, mais on va au-delà. Notre rôle est aussi évidemment de promouvoir les questions d'égalité, de sensibiliser, et on donne aussi des formations, etc. Et donc on n'est pas seulement là en cas par exemple de refus d'aménagement raisonnable, mais on est aussi là pour soutenir le corps enseignant, les familles, pour connaître l'ensemble des droits. Et alors on a une autre particularité, c'est qu'à côté de ce mandat de veille de la législation antidiscrimination, on a été désigné pour être le garant de la Convention internationale des droits des personnes handicapées. Alors c'est un petit peu le pendant en termes de Convention internationale de droits humains. Vous avez le défenseur de la Convention internationale des droits de l'enfant, et donc nous à UNIA, on représente les défenseurs, si vous voulez, des droits des personnes en situation de handicap, quel que soit leur âge, donc les adultes, mais aussi les enfants. Et donc évidemment, avec notre double casquette, on travaille beaucoup sur la question de handicap. Ça fait vraiment partie de notre travail. On a une cellule spécifique qui travaille sur les questions liées aux personnes en situation de handicap, et je fais partie plus spécifiquement de cette cellule liée au handicap. Pour information, nous travaillons sur d'autres critères de discrimination. Donc, je le glisse parce que si personnellement ou autour de vous, vous connaissez des situations de discrimination qui soient par exemple liées aux critères de l'âge, etc., de la conviction religieuse, etc., nous sommes aussi compétents. Et donc, on sait qu'évidemment, dans les écoles, il n'y a pas que le handicap qui est concerné. Et alors, j'insiste aussi parce que, comme vous le voyez, il y a donc le critère du handicap, mais aussi le critère de l'âge. Et là, aujourd'hui, on parle des enfants. Et donc, c'est important de rappeler que derrière chaque enfant en situation de handicap, eh bien, c'est un enfant. Donc, il y a quelque part une double vulnérabilité. Et n'oublions pas que parfois, certains enfants, d'être enfants et en situation de handicap, eh bien, parfois, ils peuvent subir encore d'autres discriminations, par exemple, en raison d'une vulnérabilité qui serait liée, par exemple, à leur origine ou leur condition sociale. Et donc, ça, c'est très important. Et je pense, par exemple, pour les outils numériques, l'accès aux outils numériques, le fait de pouvoir suivre, d'être accompagné pour se former à l'outil numérique, tout ça doit faire partie évidemment de ces questions de discrimination. Alors,
quand même aussi, mais très brièvement, vous dire que je ne vais pas vous donner des chiffres exacts, mais sachez que, donc je vous l'ai dit, on reçoit des signalements de personnes qui pensent être discriminées. Et quand on regarde l'ensemble des signalements, donc des plaintes qui sont liées au domaine de l'enseignement, eh bien, le premier critère qui apparaît dans nos dossiers, c'est le critère du handicap. Ce qui peut parfois surprendre, mais donc ça veut bien dire que la question du handicap dans l'enseignement voilà, est liée à ces questions de discrimination. Et quand on regarde encore plus en profondeur, les signalements que l'on reçoit, c'est souvent pour des questions de refus de mise en place des aménagements raisonnables. Et donc ça ressort vraiment fort de nos chiffres. Mais je m'arrête là pour rentrer dans le cadre juridique qui entoure cet élève en situation de handicap. Et alors sur le slide que vous avez à l'écran, j'ai essayé de reprendre l'ensemble des textes, mais qui tournent vraiment à la question de droit, de discrimination pour cet enfant. Et donc quand on parle de handicap, eh bien, le premier texte fondamental, je vous l'ai dit, c'est la Convention internationale des droits des personnes en situation de handicap. Mais la Constitution s'applique également. Il y a la législation des discriminations. Donc ça, ce sont des textes généraux qui s'appliquent à l'ensemble des personnes en situation de handicap dans tous les domaines. Et si on plonge dans le domaine de l'enseignement, eh bien, vous avez encore des textes spécifiques qui viennent notamment encadrer la mise en place des aménagements raisonnables ou encore qui viennent tenter de développer un enseignement inclusif. Donc on l'a dit tout à l'heure, par exemple, le pacte d'excellence vise justement à aller vers un enseignement plus inclusif. Alors je l'ai mis, mais donc évidemment, comme je le disais, l'enfant en situation de handicap est aussi un enfant, et donc la Convention internationale relative aux droits de l'enfant est vraiment évidemment hyper essentielle quand on analyse, et vous voyez le logo, donc vous avez le duo de protection de l'enfant en situation de handicap. Alors, rapidement, la Convention internationale des droits des personnes handicapées, elle est applicable en Belgique depuis 2009, donc ça fait quelques années. Et c'est vraiment le pendant de la Convention internationale des droits de l'enfant. C'est de constater que oui, il existe des déclarations universelles des droits de l'homme, des traités de droits humains, etc. Mais que pourtant, certains publics restent encore vulnérables et on ne leur applique pas ces droits fondamentaux. Donc on a fait une convention spécifique pour les enfants, et puis un jour on a aussi fait une convention spécifique pour les personnes en situation de handicap. Et parmi tous les droits qu'on retrouve dans cette convention, et on retrouve le droit fondamental au loisir, le droit à la santé, etc., il y a le droit à l'éducation. Et cette convention dit quoi? Elle dit que pour offrir aux enfants en situation de handicap un droit à l'éducation sans discrimination, il faut passer par une inclusion scolaire à tous les niveaux. Et que pour garantir cette inclusion scolaire, il faut avoir un système où les enfants ne sont pas séparés des autres enfants. Et c'est très important, la Convention rappelle, et c'est important pour la thématique du jour, le droit à offrir des aménagements raisonnables en fonction des besoins de chaque enfant. Et donc ça, c'est vraiment évidemment le cœur des outils numériques. Alors je me suis dit que c'était peut-être intéressant aussi pour vous de vous présenter ce que le Comité des droits des personnes handicapées, qui est le comité ONU qui veille à l'application au niveau international de la Convention, dit de cet article 24. Et j'ai repris quelques passages que je trouvais intéressants par rapport à la question qui nous préoccupe. Et le premier que j'ai relevé, et en fait il fait écho à ce qu'a dit Madame la Ministre et ce que Souleymane a encore aussi ajouté, c'est vraiment l'importance des partenariats. Donc, pour garantir un droit à l'éducation inclusive, eh bien, il est essentiel que les associations d'enseignants, les fédérations d'étudiants, mais aussi il est bien question des associations de parents et tous les acteurs de la vie scolaire et qui encadrent les enfants, donc pas seulement le corps enseignant, mais tout le cadre éducatif, agissent main dans la main pour aller vers un enseignement inclusif. Et donc, d'où je salue encore vraiment cette initiative aujourd'hui d'organisation d'une telle journée. Donc c'est vraiment voilà, cette idée de collaboration. Et puis d'autres points importants par rapport aux outils numériques. Quand le comité explique ce qu'il faut entendre dans cet article 24, il dit bien que les États parties, donc les États qui ont signé la Convention, donc la Belgique par exemple, elle doit investir dans l'élaboration de supports, qu'ils soient imprimés en braille ou en numérique, y compris par le biais de techniques innovantes. Donc c'est vraiment ce que le comité dit pour pouvoir garantir cet article 24. Et par rapport aux aménagements raisonnables, donc c'est assez long, hein, mais donc le comité explique ce qu'il faut entendre par aménagement raisonnable. Il donne quelques exemples et il dit que ça peut être par exemple mettre à la disposition des élèves ou permettre aux élèves d'utiliser une technologie d'assistance pendant les cours
et les évaluations, parce que c'est encore un autre débat. Alors, par rapport à l'éducation, si on reste focus sur le comité, là, ce que vous voyez à l'écran, ce n'est plus ce que le comité dit par rapport à l'article 24 de manière générale, mais c'est ce que le comité dit par rapport à la situation en Belgique. Parce qu'il faut savoir que la Belgique vient d'être évaluée par ce comité des Nations Unies cet été. Et le comité, si vous voulez, a rendu un rapport, un bulletin sur la situation de la Belgique. Et par rapport au droit à l'éducation, eh bien, que dit le comité ? Eh bien, il constate qu'il y a encore qu'il y a un cadre qui existe par rapport à l'éducation, mais que les questions d'aménagement raisonnable, d'accessibilité, etc., et d'aide individualisée dans la salle des classes, cette situation-là reste préoccupante. Et donc, il recommande, par rapport notamment à ces constats, il recommande notamment, et donc ici, par exemple, de renforcer tout ce qui est évidemment la formation, et il recommande également de vraiment mettre en place des aménagements raisonnables, donc à tous les niveaux dans l'enseignement. Mais donc on voit que le comité est également préoccupé par le fait que certains aménagements raisonnables ne soient pas mis en place et que parfois l'aide ou la formation n'est pas apportée pour permettre cette mise en place. Et donc, vous l'avez déjà compris, quand on parle d'éducation inclusive, voilà, il est question de droits humains, il est question de droits fondamentaux, ça se retrouve dans un traité international. Eh bien, le constituant en Belgique a voulu encore rappeler ce droit dans notre constitution belge, donc c'est quand même symboliquement, c'est très très fort, mais c'est aussi plus que symbolique, via l'alinéa 2 de l'article 22 ter, maintenant les autorités sont engagées à respecter cet article 22 ter qui dit quoi ? Qui dit que chaque personne en situation de handicap, et donc quand on entend personne en situation de handicap, il faut entendre les élèves avec des troubles de l'apprentissage, ils ont droit à une pleine inclusion dans la société. Donc dans la société, on l'a dit, c'est dans tous les milieux de vie, y compris dans l'enseignement, et y compris le droit aux aménagements raisonnables. Alors donc, vous l'avez compris, là, quand on parle d'aménagement raisonnable, c'est dans la Constitution, c'est dans des traités internationaux, mais c'est pas tout. C'est depuis bien longtemps, déjà bien avant la Constitution, dans aussi nos législations antidiscrimination. Parce qu'en Belgique, on ne peut pas discriminer, et il faut savoir que les textes qui parlent de la discrimination disent que refuser un aménagement raisonnable pour une personne, et donc pour un enfant en situation de handicap, est une discrimination. Donc on est vraiment dans un cadre fort et qui vise bien à dire que le refus d'aménagement raisonnable est une discrimination. Alors, j'en ai terminé, je ne me suis pas attardée sur les textes spécifiques pour l'enseignement obligatoire, pour vous présenter vraiment le panel plus de droits humains. Mais pourquoi est-ce que j'ai insisté, je vous l'ai déjà dit au début, c'est parce qu'évidemment, quand on est un élève en situation de handicap, quand on est un élève avec des troubles de l'apprentissage, mais comme je le note ici, c'est la même chose si vous êtes enseignant, vous êtes direction, ou vous avez droit en fait à des aménagements raisonnables via l'ensemble des textes que je vous ai présentés. Et donc, c'est important de le souligner, ce droit aux aménagements raisonnables, il est valable dans l'enseignement, mais il est valable aussi dans l'emploi. Donc l'élève qui est à l'école, ces aménagements raisonnables, il pourra également en bénéficier quand il sera sur le monde du travail. Alors, je pense que j'ai déjà été longue, donc je vais pas trop m'attarder, mais donc sachez qu'évidemment, ce qui fait débat, j'imagine beaucoup dans les situations que vous vivez et ce que nous connaissons fort à UNIA, c'est se dire, oui, mais quand est-ce que c'est raisonnable ? Et donc, pour la question des outils numériques, il y a évidemment la question du coût qui peut revenir, mais il y a aussi parfois la question qui revient, c'est de dire, voilà, mais est-ce que, par exemple, est-ce que ça peut avoir un impact sur l'organisation, ou bien par rapport évidemment aux objectifs d'apprentissage, etc., qui sont prévus dans le code de l'enseignement. Donc ça, ce sont tous des critères qui sont prévus soit dans le code de l'enseignement, soit dans la loi antidiscrimination. Mais donc il y a en tous les cas un cadre qui existe pour évaluer le caractère raisonnable des aménagements raisonnables. Et donc, je me limiterai à juste bien rappeler que ce qui est capital à retenir, c'est qu'un aménagement raisonnable, il y a deux choses importantes à retenir. Un, c'est une mesure individuelle. Donc, elle est faite pour un élève en particulier,
un élève avec des troubles de l'apprentissage, des troubles dyslexiques, ne va peut-être pas avoir les mêmes besoins qu'un autre élève avec aussi des troubles dyslexiques. Et donc, d'où l'importance, évidemment, d'être accompagné par des professionnels qui connaissent l'enfant et la famille, évidemment, pour savoir quels sont les besoins de l'enfant, et aussi, évidemment, avec l'équipe éducative qui le suit. Et deuxièmement, l'aménagement raisonnable, ce n'est pas un avantage. Et on l'entend souvent, et on peut vraiment le comprendre, parce qu'on a beaucoup envie de traiter tout le monde de la même manière pour être juste, c'est ce qu'on nous apprend quand on est petit, il faut traiter tout le monde de la même façon. Eh bien, sachez que parfois, quand vous traitez les enfants de la même façon, eh bien, vous créez une discrimination. Parce que si votre enfant il a un handicap, eh bien, il faut venir lui donner un aménagement pour rétablir une forme d'égalité. On ne vient pas lui donner un avantage, on vient juste essayer de rétablir cette égalité. Et donc un petit dessin qu'on aime beaucoup à Unia, qui explique un petit peu cette idée derrière la notion d'égalité par rapport à la question d'équité, c'est de se dire, si vous voulez faire le même examen à tout le monde, eh bien, vous voyez que si vous avez des profils d'enfants différents, il y en a certains qui vont avoir quand même beaucoup plus de facilité que d'autres, et que donc parfois, voilà, il faut mettre en place certains aménagements pour leur permettre d'accéder aux mêmes chances. Alors sur l'inclusion, eh bien là, je ne serai pas longue, c'est juste vous signaler que là, on sort de l'individuel et on va vers le collectif. Et donc là, on l'a déjà très bien rappelé, l'idée, c'est de ne plus à l'enfant d'aller toquer et dire « bonjour, je suis en situation de handicap, j'ai des troubles, je dois aller faire un diagnostic qui va me prendre du temps, qui va me coûter de l'argent, etc. » Dans une société inclusive, on ne demande pas à l'enfant et à sa famille et à tout le monde qui l'entoure de faire des efforts pour s'adapter. C'est la société qui doit en amont essayer de s'adapter pour permettre au plus de personnes, pas seulement les enfants en situation de handicap, mais l'ensemble des citoyens et des citoyennes, à pouvoir vivre dans la société. Et donc la différence entre aménagement raisonnable et inclusion, elle se montre également sur ce schéma. C'est que d'emblée, on réfléchit, tiens, qu'est-ce qu'on peut faire pour enlever les barrières pour que l'enfant puisse venir à l'école sans devoir donc demander son aménagement. Et donc, avant de clôturer par les outils, juste parce que je pense que c'est vraiment important, on est là aujourd'hui pour parler des enfants avec des troubles de l'apprentissage et les outils numériques. Et donc, ces outils numériques, c'est vraiment un des éléments, une forme d'aménagement raisonnable qui va permettre de réaliser en fait cette non-discrimination et ce droit à l'inclusion. Et donc ça vous permettrait, on l'a déjà souligné ce matin, c'est une question de participation. Ça permet à l'enfant d'aller à l'école avec les enfants de son quartier, avec ses frères, avec ses sœurs éventuellement. Donc ça lui permet de participer et c'est évidemment la base pour aller vers une société inclusive. Moi, je n'ai jamais eu la chance d'avoir des enfants en situation de handicap dans ma classe. Et donc, clairement, si on vit avec des élèves en situation de handicap dans notre classe depuis le plus jeune âge, eh bien, plus tard, on ne va pas être étonné de se dire qu'une personne en situation de handicap souhaite devenir ministre, architecte, quel que soit son métier, alors qu'aujourd'hui, on a beaucoup de stéréotypes qui sont liés au handicap. Et donc, il y a évidemment cette question de société à long terme plus inclusive. Ça permet de changer le regard sur les personnes en situation de handicap. Et puis surtout, on augmente les chances, les compétences et l'indépendance de la personne et les opportunités pour la personne. Et là, j'insiste aussi, parce que donc, les personnes en situation de handicap sont vraiment beaucoup plus à risque de vivre dans une situation de pauvreté. Et donc, le fait de pouvoir leur offrir un enseignement adapté limite en fait ces freins à la pauvreté. Et qui dit pauvreté dit également isolement, etc. Et donc, c'est vraiment important pour la personne en situation de handicap. Mais ce n'est pas tout. Et ça, si vous avez déjà eu la chance, même si c'est parfois très très compliqué, et surtout on l'a dit, ça peut créer beaucoup de difficultés avec des classes avec beaucoup d'élèves, avec de plus en plus d'élèves qui nécessitent des aménagements. Donc on voit que c'est vraiment pas facile. Mais quand les choses arrivent à se mettre en place et quand on a du soutien pour la mise en place d'aménagements raisonnables, on voit que ça permet d'améliorer l'enseignement de la qualité pour tous et la qualité de l'enseignement. Donc ce n'est pas seulement pour l'élève, mais c'est aussi pour l'ensemble de la classe et pour le bien-être de l'ensemble des élèves. Alors, pour information, sur notre site internet, vous avez vraiment beaucoup d'informations. Là, je vous mets un exemple d'un signalement qu'on a reçu, ça concernait un étudiant dyslexique et dysorthographique
à qui on avait refusé un correcteur orthographique. Et donc, il avait fait appel à UNIA et on l'avait aidé. On avait écrit un avis qu'il avait transmis lors de son recours. Et UNIA avait bien rappelé, évidemment, tout ce que je vous ai dit sur ce droit aux aménagements raisonnables. Et surtout, dans ce cadre de ce signalement-là, on avait rappelé à l'école que l'enfant, le jeune plutôt, aurait droit aussi à ce correcteur orthographique et aux aménagements raisonnables sur le monde de l'emploi. Et donc que l'école en fait avait peur de lui donner cet aménagement en disant oui mais sur le monde de l'emploi comment est-ce que ça va se passer. Et donc finalement l'élève a pu poursuivre et a pu réussir son année. Et donc sur notre site vous avez aussi des pages spécifiques qui sont pour parce que je pense qu'il y a pas mal d'enseignants et d'enseignantes qui concernent donc des outils pour aider les enseignants. Et donc vous retrouvez une brochure sur les aménagements raisonnables qui concerne l'enseignement fondamental, mais aussi l'enseignement secondaire, l'enseignement de promotion sociale et l'enseignement supérieur. Donc c'est un outil précieux pour les acteurs, aussi pour les parents, avec le jeune qui grandit et qui veut suivre sa scolarité. Et on a aussi la même brochure pour le monde de l'emploi. Donc si vous êtes en contact avec des jeunes qui vont rentrer sur le monde du travail. Et puis on a beaucoup d'articles, je vous en passe, voilà. Mais en tout cas, je vous remercie infiniment pour votre attention et on est vraiment à votre disposition pour toutes vos questions.